Le journal est présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, il demande plus de moyens pour favoriser une meilleure inclusion à l'école. Des enseignants et des accompagnants d'élèves en situation de handicap se sont mobilisés ce mardi après-midi au Mans. Ils dénoncent la dégradation des conditions de scolarisation des jeunes en classe Ulysse. Le public des 24 heures au plus près des voitures et des pilotes. Ce mardi, c'était le pit walk, comprenait la visite des stands, le moment propice pour tenter d'obtenir une photo ou un autographe. Et puis, notre invité aujourd'hui, c'est Bruno Pelletier. Il est conducteur de bus et de tramway et représentant du personnel à la CETRAM. On reviendra avec lui sur la vive émotion dans la profession suite à l'agression d'un chauffeur de bus mercredi dernier dans le quartier Pontlieu au Mans. Mais Anthony, on démarre ce journal avec cette manifestation pour soutenir l'inclusion scolaire. Elle était organisée ce mardi devant la direction académique au Mans à l'initiative de la FSU de la Sarthe. Objectif, attirer l'attention des services de l'éducation nationale sur les conditions de scolarisation en classe Ulysse. Le reportage de Léa Turquier. Ils sont une cinquantaine à manifester ce mardi devant l'inspection académique de la Sarthe. Parmi eux, des coordinateurs Ulysse, les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Ils alertent sur leurs conditions de travail. Si le texte de l'éducation nationale limite à 10 le nombre d'élèves dans ces classes, en réalité, ils sont plutôt 12 ou 13. On pourrait dire effectivement 11, 12, 13, c'est pas très grave, mais en réalité ça nous pose des problèmes sur ce travail avec les enseignants pour justement adapter le travail quand l'élève est inclus dans une autre matière, pour pouvoir travailler avec les partenaires, pour être normalement ressource auprès de l'établissement au niveau de tout ce qui est école inclusive et handicap. L'Ulysse redevient ce qu'on ne voulait plus que ça devienne, une structure ségrégative, où les inclusions vont être de moins en moins nombreuses. Plus vous avez d'élèves, moins c'est facile d'inclure. Face à ces conditions, le manque de personnel se fait ressentir. On ne peut plus travailler sans les AESH et ce qu'on demande, c'est assez simple, c'est un vrai métier et surtout avec un vrai salaire. La plupart travaillent sur du temps partiel forcé et environ 700 à 800 € par mois. Donc vous voyez, pour vivre, c'est quand même pas facile. Sur les 25 classes Ulysse du département, 15 ont participé au mouvement de ce mardi. Autre mouvement social avec cette grève nationale dans les établissements de santé. Le mouvement a été suivi ce mardi à l'EPSM d'Allonnes, l'établissement public de santé mentale, où du personnel médical et paramédical se mobilisait de midi à 14h30. Il dénonce un manque de moyens humains, médecins, infirmiers et aides-soignants qui met en péril la prise en charge et l'accès aux soins des patients. On écoute Audrey Haucoeur, représentante du personnel. Alors dans les services, le manque de personnel est criant. Effectivement, on voit quelques soignants là aujourd'hui, mais en fait dans les services on tourne en effectif minimum la plupart du temps. C'est des remplacements d'un service à l'autre pour pouvoir combler effectivement le personnel nécessaire. C'est également un manque de psychiatres, un manque de temps de consultation pour les patients à l'hôpital, mais aussi pour les patients à l'extérieur. On suit aussi beaucoup de gens à l'extérieur de l'hôpital dans les CMP et ils doivent attendre des semaines, des mois pour pouvoir voir. Un mot de justice à présent avec cette nouvelle session d'assises qui débute au Mans, Anthony. 4 affaires vont être jugées pendant 13 jours. Premier procès, celui du meurtre de Kelly Morancé à Montval-sur-Loire en mars 2017. La jeune femme âgée de 20 ans avait succombé à des blessures causées par arme blanche infligées par son ex-petite amie âgée de 22 ans au moment des faits. Il comparaît libre mais sous contrôle judiciaire. Le procès va durer 3 jours, du mardi 7 au jeudi 9 juin. On va revenir à présent sur ce conducteur de la CETRAM qui a été agressé physiquement la semaine dernière avec l'invité de notre journal, Bruno Pelletier, le représentant FO de la CETRAM. Bonsoir Bruno Pelletier. Bonsoir. Alors mercredi dernier, un conducteur de bus de la CETRAM a été agressé physiquement pendant son service. C'était sur la ligne 5 dans le quartier Pontlieu. Est-ce que déjà vous avez de ces nouvelles à nous donner ? Oui, d'abord, permettez-moi, au nom de tous les salariés, de souhaiter un bon rétablissement à Nassim, et on sera derrière lui. Effectivement, ça a laissé beaucoup d'émotions. Voilà, les salariés sont vraiment sous le choc. Tout à l'heure, j'ai été dans les salles de pause et vraiment, il faut une réponse forte à cette agression qui a eu lieu donc mercredi. Comment ils ont réagi justement vos collègues le lendemain ou le soir même à cette nouvelle choquante ? Il y a eu 2 réactions. Il y a eu une réaction déjà, il y a eu une incompréhension
sur la communication qui a été faite a posteriori, puisque nous, on ne comprend pas effectivement que la communication c'est pas faite de suite pour protéger la communication de la CETRAM, vous voulez dire, de la des direction salariés, tout à fait, la direction qui n'a pas alerté tout de suite l'ensemble des salariés et in fine arrêté le réseau pour protéger les salariés, puisque ces deux individus étaient encore dehors, pas arrêtés, et que le danger était persistant. Donc ça, on ne comprend pas. Et puis, deuxième chose, c'est que le fait, le lendemain, d'avoir stoppé le réseau tramway de 16h à 18h et le surlendemain, le vendredi, d'avoir fait rentrer les bus à 18h est une mesurette. Ça ne répond pas du tout à une forte alerte de la part de la direction, et vraiment une prise en compte, parce que les conducteurs sont vraiment de plus en plus mis en danger. Voilà. Il y a des inquiétudes aujourd'hui dans votre profession suite à cette agression? On se sent plus en danger qu'avant, peut-être? Oui, il y a des inquiétudes, notamment, quand on apprend encore... là, j'apprends, donc aujourd'hui, qu'hier, à Rennes, il y a eu une fusillade à l'intérieur d'un bus. On voit bien que ça devient le Far West. Donc nous, on est rempli d'une mission de service public. On se lève tous les matins pour remplir notre mission. Et on veut rentrer le soir chez nous en bonne santé, mentale et physique. Là, ça atteint psychologiquement déjà les gens, les salariés qui ont été agressés, parce que c'est un rappel, tout ça. Et voilà, ça fait effectivement mal. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, vous, en tant que représentant du personnel, à votre direction, à la CETRAM, pour garantir votre sécurité? On demande des vraies mesures, mais des vraies mesures aussi au niveau des pouvoirs publics. On va voir M. Le Foll jeudi. C'est quoi les mesures que vous demandez? Ce qu'on demande, c'est des parois vitrées, déjà, pour empêcher une agression, un coup de poing, etc. Éventuellement, pourquoi pas, en cas d'extrême urgence, d'avoir une gazeuse sur nous, puisqu'on voit les faits quand même gravissimes qui se sont passés mercredi 1er juin. Les images sont vraiment insupportables. On ne peut pas tolérer ça. Donc on veut une réponse forte. Nous, les mesures sécuritaires, franchement, on n'est pas des agents de sécurité. On ne sait pas. On a des choses à proposer. Mais voilà. Et puis il faut une vraie volonté de faire changer les choses et de faire changer les mentalités. C'est ça que vous attendez donc de cette réunion que vous évoquiez. Ça sera jeudi avec Stéphane Le Foll et toutes les organisations syndicales de la CETRAM pour parler sécurité. Vous pensez qu'il y a des mesures concrètes qui vont être prises? Je ne rêve pas. Parce que pour nous, encore une fois, en tant que représentant de Force ouvrière, je parle au nom de Force ouvrière, on a peu d'espoir. Finalement, on sait très bien bon, il y a de l'événementiel, il y a les 24 heures, il y a le Mans fait son cirque, il y a des choses qui arrivent. Donc pour nous, c'est plus une posture de dire, écoutez, on va calmer les salariés et les syndicats plutôt que d'avoir une réelle avancée jeudi sur ce terrain sécuritaire. Merci Bruno Pelletier. C'est moi qui vous remercie. Et justement, on va parler des 24 heures à présent, Anthony. Et les pilotes ont pris la pause aujourd'hui et signé beaucoup d'autographes, je pense. Oui, tous les pilotes de cette 90e édition des 24 heures du Mans se sont rassemblés ce mardi après-midi pour la photo officielle. Samedi à 16h, ils s'élanceront pour 24 heures de course sous les ordres du starter Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Et puis, autre temps fort, juste avant, dans les box pour les fans, cette fois-ci, la traditionnelle visite des stands, l'occasion de partir à la chasse aux dédicaces. Reportage d'Hélène Galliana et Enzo Maubert. Bain de foule pour les pilotes ce mardi, le circuit a retrouvé sa traditionnelle séance de dédicaces dans les stands. L'occasion pour les fans de découvrir, parfois pour la première fois, un lieu qui leur est magique. C'était un rêve de 50 ans. Maintenant, j'en ai 70 et je découvre les 24 heures du Mans et je trouve ça génial. Et j'adore le sport automobile. C'est comme on voit une idole, on se dit ça comme ça. Hein. Ah oui, c'est mon petit cœur qui bat. Mais voilà. Si vous prenez un exemple flagrant avec la F1, vous n'avez accès à rien.
Tandis qu'ici, vous avez, comme aujourd'hui, l'accès à tout le monde. Vous pouvez même leur parler. Donc, c'est quand même une ambiance un peu plus conviviale. Mais même pour les habitués, revenir sur le circuit fait quelque chose. On découvre chaque année quelque chose, puisqu'on ne connaît pas le circuit par cœur de la première fois. Il faut découvrir chaque fois un coin, un virage. L'occasion pour les irréductibles de se lancer dans la chasse aux signatures. Alors la priorité, donc, c'était d'avoir des pilotes que moi j'essaye de côtoyer un petit peu plus, que je connais en dehors du circuit. Notamment, donc, j'essaye de faire tous les gagnants de chaque groupe précédemment sur les autres éditions. Donc, par exemple avec Ben Keating qui a déjà été vainqueur sur Le Mans, donc en amateur. Vous avez aussi notamment les vainqueurs du Mans, donc Toyota bien entendu. Et puis voilà, tous les grands champions, tous ces pilotes. Le pesage aussi, c'est une belle journée, mais c'est vrai que là, le mardi, c'est toujours agréable à apprendre. Et de rencontrer leurs idoles. On peut discuter avec les pilotes, on peut avoir des contacts, on en connaît quelques-uns, c'est vraiment sympa, quoi, c'est sympa. Ouais. La semaine continue sur le circuit avec ce jeudi notamment les essais qualificatifs. Avant la course, évidemment, top départ ce samedi à 16h. Ça y est, on est dans l'ambiance et je rappelle, la parade des pilotes sera en direct sur LMTV vendredi à partir de 17h. Un mot de sport encore avec une recrue pour le MSB. C'est le premier recrutement estival pour le Mansart Basket avec l'arrivée de Marcus Gomis. Le meneur arrière de 22 ans remplace Mathieu Gauzin, parti à Gravelines Dunkerque. Il arrive de Rouen en Pro B et a signé un contrat de 2 ans avec le MSB. Et puis, autre nouvelle qui va faire plaisir aux supporters, l'international australien Kazak Kajamikin prolonge son aventure au MSB. Le meneur de 28 ans a signé un contrat avec le club jusqu'en 2024. Et puis un dernier mot sur cet énorme succès pour les rêveries, c'était dimanche. Le festival de musique électro du Mans a attiré la foule. Près de 3000 personnes ont investi l'île aux planches ce dimanche soir pour assister au concert de Fakir, un DJ français mondialement connu. Le festival Les Rêveries était totalement gratuit. Il est piloté par l'association Oxygène avec le soutien de la ville du Mans. Et c'était très sympa, j'y étais et bravo pour ce bel événement sur l'île aux planches. Merci beaucoup Anthony, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve avec Alain Moreau depuis le musée des 24 heures pour parler évidemment de ce bel événement et plus précisément de l'édition de 1935. A tout de suite.